Maléfices et guérisons. Les plantes mystiques des Caraïbes. Fonctionnent-elles vraiment? Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur les plantes des Caraïbes. Derrière leur beauté éclatante se cache un monde secret où une simple feuille peut guérir ou lancer un sort. Préparez-vous à découvrir comment les traditions ancestrales des îles exploitent des plantes comme le zabapique pour créer de puissants charmes protecteurs et même des sorts incroyables. J'ai longtemps considéré ces histoires comme de simples légendes urbaines, jusqu'à ce que je sois témoin du pouvoir indéniable des plantes mystiques des Caraïbes. Du toucher guérisseur du pois doux au murmure glaçant des plantes utilisées dans les rituels occultes, il ne s'agit pas de simples remèdes, c'est l'essence même du combat spirituel. Rejoignez-moi pour découvrir les plantes qui peuvent guérir, protéger et jeter des sorts. Ce que je partage ici relève de la tradition et de la culture. Ce n'est pas un avis médical. Si tu es enceinte, sous traitement ou si tu as une maladie chronique, parle à un professionnel de santé. Il existe aux Caraïbes des plantes que l'on cueille sans bruit. Pas parce qu'elles sont rares, mais parce qu'on leur doit le respect. On dit souvent que la nature n'est ni bonne ni mauvaise, qu'elle ne juge pas, qu'elle répond. Et ici, certaines plantes répondent à la guérison, d'autres à la peur. Parfois, ce sont les mêmes. Ce soir, il n'y aura rien à fabriquer, rien à faire. Je vais juste t'inviter à écouter. Parce que les plantes mystiques des Caraïbes ne racontent pas seulement des remèdes ou des maléfices. Elles racontent une mémoire, une survie, une manière de tenir debout quand le monde ne nous a jamais vraiment protégés. On appelle ça le zèbe à pic en créole. Ça veut dire l'herbe à pic. L'herbe qui pousse là où tu marches. Celle que tu piétines sans la voir. Celle que personne ne plante, mais que les anciens reconnaissent immédiatement. Dans beaucoup de familles antillaises, il n'y a jamais eu de séparation nette entre la maison et le jardin. Le jardin, c'est une extension du soin, une pharmacie vivante, un lieu de transmission silencieuse. L'infusion de cette plante est utilisée comme stimulant de l'estomac. Quand un enfant tombe malade, quand un corps se fatigue, quand la fièvre menace, on ne commence pas toujours par paniquer. On sort, on regarde, on sait déjà. Je me souviens de ces gestes répétés 1000 fois. Des mains qui froissent une feuille, de l'odeur amère qui envahit la cuisine, du silence qui s'installe comme un accord tacite. Quelqu'un veille. Le soin commence là, bien avant la tisane, bien avant la plante. Il commence dans la présence. Mais ce jardin que l'on associe à la guérison, porte aussi une autre mémoire. Parce que dans les Caraïbes, tout ce qui soigne peut aussi inquiéter. Tout ce qui apaise peut aussi faire peur. Et certaines plantes n'ont jamais été regardées uniquement comme des alliés. Elles sont devenues des symboles, des supports à l'angoisse, des noms qu'on prononce à voix basse. On raconte des histoires à leur sujet, des récits transmis le soir, des avertissements déguisés en légendes. Pas pour apprendre à faire le mal, mais pour apprendre à ne pas jouer avec ce qu'on ne comprend pas. Ce jardin invisible, c'est la frontière, entre la guérison et la crainte, entre le remède et le maléfice, entre ce que l'on transmet par amour et ce que l'on transmet par peur. Et si tu écoutes bien, tu comprendras que le vrai pouvoir n'est jamais dans la plante. Il est dans l'intention, dans la croyance, dans ce que l'on nourrit à l'intérieur. Et c'est là que l'histoire bascule. Dans le jardin créole, il n'y a pas de hasard. Chaque plante est là parce qu'elle a survécu, au soleil, à la sécheresse, au temps. Et c'est peut-être pour ça que les anciens leur font confiance, parce qu'elles savent tenir.
Quand on parle de plantes qui guérissent aux Antilles, on ne parle jamais seulement de chimie ou de propriétés. On parle de gestes transmis, de recettes murmurées, de dosages approximatifs, mais précis dans l'intention. Il n'y a pas de montre, pas de balance, il y a l'œil, l'expérience et surtout le lien. Dans beaucoup de familles, la guérison commence toujours de la même façon. Quelqu'un dit « ça ne va pas ». Alors on s'arrête, on écoute le corps, on observe et très vite quelqu'un se lève, souvent une femme, parfois une grand-mère, parfois une tante. Elle ne demande pas « tu veux ?» Elle agit, elle sort dans la cour, elle cueille quelques feuilles de zèbe à pic, cette herbe humble qui pousse sans qu'on la plante, mais que l'on reconnaît entre mille. Elle froisse les feuilles entre ses doigts, pas pour les abîmer, pour les réveiller. Et déjà, l'odeur envahit l'air. Amère, végétale, inoubliable. Ce goût amer, beaucoup s'en souviennent toute leur vie, parce qu'il marque un moment précis, celui où l'on comprend que guérir, ce n'est pas toujours agréable, mais que c'est nécessaire. On boit lentement, on grimace parfois, et autour, la maison se tait. On parle moins fort, on ferme un peu les fenêtres, on crée un cocon. Le soin n'est pas seulement dans la tasse, il est dans l'atmosphère. Il y a aussi l'atumo, cette plante que certains appellent la plante à tous les maux. Ses longues feuilles brillantes, son parfum reconnaissable et cette place particulière qu'elle occupe dans les tisanes familiales. Quand l'atumo entre dans la marmite, on sait que le corps a besoin de repos, qu'il faut ralentir, s'arrêter. Une plante incontournable des cases créoles, l'atumo est aussi belle qu'utile. On dit souvent en créole que l'atumo, c'est remède qu'à lever épille. Un remède qui pousse avec vous, car c'est une plante majeure de la pharmacopée créole. La sauge est là aussi. Qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin, disait mamie. La sauge est considérée comme la plante médicinale par excellence. En phytothérapie moderne, elle est proposée pour soulager les digestions difficiles, la transpiration excessive et en application locale pour lutter contre les inflammations de la bouche, de la gorge et du nez. Et puis, il y a la citronnelle, simple, accessible, presque universelle. Même ceux qui doutent des plantes reconnaissent son odeur. La citronnelle, c'est souvent la première porte d'entrée, celle qui rassure, celle qui dit « on commence doucement ». Mais ce qui frappe le plus, quand on observe ces scènes, ce n'est pas la plante elle-même, c'est le cadre. La guérison n'est jamais solitaire. Elle est familiale, communautaire. On ne soigne pas seulement un corps, on protège un équilibre. Chez nous, on dit toujours « quand quelqu'un tombe, tout le monde se penche ». Ces plantes-là ne sont pas utilisées pour dominer, ni pour contrôler, ni pour impressionner. Elles sont là pour soutenir. Et c'est pour ça qu'on les respecte autant. Parce que dans l'imaginaire caribéen, ceux qui soignent méritent le silence et la gratitude. Mais là où il y a respect, il y a aussi la crainte. Parce que certaines plantes, ou parfois les mêmes, n'ont pas été associées qu'à la guérison. Elles ont aussi servi de support aux peurs, aux soupçons, aux histoires que l'on raconte quand quelque chose échappe à la compréhension. Et c'est là que le récit change de couleur.
Il arrive un moment, dans toutes les traditions, où le soin et la peur se croisent. Parce qu'aux Antilles, on ne considère jamais la nature comme naïve. On sait qu'elle est puissante, et tout ce qui est puissant demande du respect. C'est souvent là que les voix baissent, que les regards s'évitent, que certaines plantes cessent d'être appelées par leur nom. On dit simplement « ça, il ne faut pas jouer avec ». Dans les récits populaires, certaines plantes n'ont pas une réputation de guérison, mais de déséquilibre. Elles apparaissent dans les histoires quand quelque chose ne va plus, quand une famille se divise, quand la jalousie s'installe, quand la parole n'a pas été dite. On les associe alors aux maléfices. Pas toujours clairement, pas toujours ouvertement. Souvent, c'est une allusion, un soupçon, une phrase lancée à moitié. Parmi ces plantes, on évoque parfois le poids-doux. Je dis bien on évoque. Personne ne montre, personne n'explique. Parce que ce n'est pas le geste qui compte ici, c'est la réputation. Le poids-doux dans ces récits devient un symbole, un support sur lequel on projette la peur, le ressentiment, la colère rentrée. Il n'est pas présenté comme mauvais par nature, il est présenté comme dangereux quand il est mal intentionné. Et déjà, tu peux sentir quelque chose d'important. Le maléfice n'est jamais clairement dans la plante, il est dans ce que l'humain y dépose. C'est souvent comme ça que les histoires commencent. Quelqu'un tombe malade, ou une maison devient lourde à vivre, les nuits se remplissent de cauchemars, les disputes se multiplient. Les médecins ne trouvent rien, les explications rationnelles manquent. Alors, l'esprit cherche ailleurs. Et dans des sociétés où la nature a toujours été une alliée, elle devient aussi une explication possible à l'inexplicable. Les anciens racontaient ces histoires avec prudence, pas pour apprendre à nuire, mais pour avertir. Il y a des choses qu'on ne fait pas quand on a le cœur sale. Cette phrase revient souvent, sous différentes formes, mais toujours avec le même message. La plante, dans ces récits, devient une frontière morale. Elle rappelle que la jalousie a des conséquences, la parole qui peut rendre malade, le conflit non réglé ne disparaît jamais vraiment. Et plutôt que de parler de psychologie ou de traumatisme, on parlait de maléfice. Parce que c'était le langage disponible à l'époque. Ce qui est frappant quand on écoute ces récits aujourd'hui, c'est qu'ils ne glorifient jamais le mal. Ils font peur, oui, mais ils font surtout réfléchir. Ils disent « ne joue pas avec ce que tu ne comprends pas ». Ne projette pas ta noirceur sur la nature. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que ces histoires parlent de magie, alors qu'elles parlent surtout de responsabilité. Responsabilité émotionnelle, responsabilité relationnelle, responsabilité collective. Mais certaines histoires vont plus loin. Elles glacent, elles s'ancrent dans la mémoire. Des récits où la peur devient presque palpable, où la plante n'est plus seulement un symbole, mais un déclencheur narratif. Et ce sont ces contes-là que l'on racontait le soir pour que personne n'oublie. Le conteur commençait par crier « Yécri !» Les gens répondaient « Yécra !» Le conteur continuait alors sur « Yé mysticri !» Et les gens suivaient en disant « Yé mysticra !» Aux Antilles, il y a des histoires qu'on ne raconte pas n'importe quand. On ne les dit pas à midi, quand le soleil est haut et que les enfants courent partout. Non, ces histoires-là, elles sortent quand la nuit s'installe, quand le vent commence à parler dans les feuilles et que les adultes baissent un peu la voix. Parce que ces histoires, elles écoutent aussi. La maison qui ne dormait plus. On raconte qu'il y avait une maison comme les autres, pas abandonnée, pas maudite, non. Mais la nuit, elle ne dormait pas. Les portes grinçaient toutes seules.
Pas fort, juste assez pour te faire ouvrir les yeux. Les objets changeaient de place. Une chaise ici, le lendemain là-bas. Et surtout, les rêves. Tous ceux qui dormaient dans cette maison faisaient le même rêve. Une présence. Pas un visage, pas un bruit, juste quelqu'un qui est là. Alors, les gens ont commencé à murmurer. Pas dehors, à l'intérieur. Un soir, un ancien est venu. Il s'est assis devant la maison, longtemps, sans parler. Puis il a dit « La maison ne fait rien, c'est ce que vous gardez dedans qui l'empêche de dormir. » Il n'a pas parlé de sorts, il n'a pas parlé de plantes, mais tout le monde a compris. Il y avait une jalousie, une vieille colère, une parole jamais pardonnée. Quand la vérité est sortie, la maison s'est tue. La maladie son nom. Celle-là, beaucoup la connaissent. Une femme, forte, toujours debout. Puis un jour, elle fatigue, elle mange moins, elle dort mal. Son regard s'éteint doucement. Les médecins regardent, ils cherchent, ils ne trouvent rien. Alors, les langues se délient. On reparle d'une dispute ancienne, d'une envie mal cachée, d'un regard lourd. Et quelqu'un finit par dire tout bas « Et si on lui avait envoyé quelque chose ?» Pas un poison, pas un coup, non, une intention. Dans ces histoires, le poids doux apparaît comme une ombre, jamais comme une preuve, toujours comme une possibilité. Mais écoute bien, quand la femme est entourée, quand on arrête de chuchoter, quand la peur est nommée, elle commence à aller mieux. Comme si ce n'était pas la plante qui la rendait malade, mais ce qu'on avait laissé s'installer dans sa tête. L'enfant qui ne voulait plus sortir. Celle-là, on la raconte doucement, parce qu'elle concerne les enfants. Un enfant joyeux, qui joue, qui rit. Puis un jour, il refuse de sortir. Il pleure sans raison. Il dit qu'il a vu quelque chose. Il s'accroche aux vêtements des adultes. Les parents ont peur. Les voisins parlent. On évoque encore une plante, un regard jaloux, un mal envoyé. Mais l'ancien du quartier arrive. Il s'accroupit devant l'enfant. Il regarde la famille et il dit « Avant de chercher dehors, regardez ce que vous faites vivre à l'intérieur. » Quand la tension disparaît, quand la maison se calme, quand les disputes cessent, l'enfant recommence à jouer. Tu vois, dans aucune de ces histoires, la plante n'est prise en flagrant délit. Elle est là, comme un symbole, comme un miroir. Ces contes n'ont jamais été faits pour apprendre à faire le mal. Ils ont été faits pour mettre des limites, pour dire « Ne nourris pas la jalousie, ne laisse pas la colère s'installer, parce que ce que tu ne règles pas, quelque chose finira par le porter à ta place. » Et parfois, ce quelque chose prend le nom d'une plante. Tu sais, les anciens n'étaient pas naïfs. Ils savaient très bien que toutes les maladies ne viennent pas des plantes. Ils savaient aussi que toutes les peurs ne sont pas fondées. Mais ils savaient autre chose, quelque chose de plus subtil. Ils savaient que l'esprit humain est puissant, capable de guérir comme de détruire. Dans les sociétés caribéennes, marquées par l'histoire, par la violence,
par la dépossession, il a fallu donner un sens à ce qui échappait au contrôle. Alors, on a raconté, on a symbolisé, on a mis des mots et parfois des plantes sur ceux qui faisaient mal. Ce n'était pas de la superstition aveugle, c'était une tentative de compréhension. Mais les anciens posaient toujours une limite. Ils disaient « Croire ne veut pas dire tout accepter. Savoir ne veut pas dire jouer. » Ils insistaient sur le respect, sur la prudence, sur la responsabilité. Parce qu'ils savaient que nourrir la peur, c'est déjà lui donner du pouvoir. Le danger n'a jamais été la plante. Le danger, c'est quand la croyance devient une prison. Quand on accuse sans comprendre. Quand on soupçonne sans parler. Quand on laisse la peur remplacer le dialogue. C'est là que la société se fracture. Alors aujourd'hui, parler de ces plantes, de ces récits, demande une éthique. Il ne s'agit pas de nier les croyances, ni de les glorifier. Il s'agit de les regarder avec maturité, de comprendre ce qu'elles racontent de nous, de notre rapport à la souffrance, à la colère, à l'injustice. Les plantes mystiques des Caraïbes ne sont pas des objets de pouvoir. Elles sont des miroirs culturels. Elles révèlent nos blessures, nos peurs collectives, notre besoin de donner du sens. Et quand on les regarde ainsi, elles cessent de faire peur. Elles deviennent des enseignantes silencieuses. Guérison et maléfice, deux faces d'une même sagesse. Aux Antilles, la nature n'a jamais été divisée en bien et en mal. Elle a toujours été vue comme une force, neutre, vivante, sensible à l'intention. Une même plante peut apaiser ou inquiéter, non pas à cause de ce qu'elle est, mais à cause de ce que l'humain y projette. Les anciens nous ont laissé un message clair, même s'il était parfois enveloppé de peur. Ce que tu nourris à l'intérieur finit toujours par s'exprimer. Si tu nourris la colère, elle trouvera un langage. Si tu nourris la peur, elle prendra une forme. Si tu nourris la paix, elle aussi se manifestera. Alors la vraie question n'a jamais été « quelle plante guérit » ou « quelle plante maudit ». La vraie question a toujours été « qu'est-ce que tu cultives en toi ?» Les plantes mystiques des Caraïbes ne demandent pas qu'on les craigne. Elles demandent qu'on les comprenne. Et surtout, qu'on apprenne à se respecter les uns les autres. Je te remercie pour ton écoute et espère que cet épisode t'a fasciné. Pour continuer sur cette belle lancée, je t'invite à écouter l'histoire suivante. Qui sait, peut-être que celle-ci te donnera les réponses que tu cherches. Parce que comprendre l'histoire des autres, c'est parfois commencer à guérir la sienne. À très vite sur HDMH Story.